Madame, mademoiselle, monsieur, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous avec les élections municipales, avec Claire Brugier de Vosges Matin et Claude Vautrin. Nous nous intéressons aujourd'hui à Remiremont, où nous accueillons sur ce plateau les 3 candidats à la mairie, avec Jean-Paul Didier qui dirige la liste Ensemble pour Remiremont, notre ville. À vos côtés, Bernard Godefroy, notre projet, c'est vous. Et en face, Hugues Laine, avec vous tous, avec vous, Remiremont pour tous. J'y arriverai. Claire, vous avez suivi cette campagne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contexte et des candidats qui sont sur ce plateau ? Alors, je vais peut-être commencer par une petite présentation succincte de chacun des candidats. S'ils ne sont pas d'accord, ils me diront. Donc, pour commencer, Jean-Paul Didier, qui est le maire sortant de la ville, qui est élu depuis 13 ans, qui est aux commandes de la ville depuis 13 ans, qui est ancien cadre bancaire. À ses côtés, donc Bernard Godefroy, qui n'est pas non plus un inconnu sur la ville, puisqu'il a été directeur des services techniques. Et qui a créé un petit peu la surprise lors de ce premier tour. Et enfin, Hugues Laine, qui n'est pas un inconnu non plus sur la ville, puisqu'il s'est présenté déjà à 2 reprises à la mairie, et qui est président d'Agassi, donc une association d'économie sociale et solidaire. Directeur, pardon, excusez-moi. On va rappeler les résultats de ce premier tour. Vous l'avez dit, une surprise avec Bernard Godefroy qui est en tête pour 2 voix, 1342 voix. Ce qui donne un pourcentage 41,15% contre 41,09% pour vous, Jean-Paul Didier, et 17,76% pour Hugues Laine. Alors justement, pour débuter, je vais vous demander de nous donner votre analyse des résultats de ce premier tour et nous dire dans quel état d'esprit vous abordez ce deuxième tour. Nous débutons avec vous, Jean-Paul Didier. Oui, l'état d'esprit, bien sûr, est combatif. Il est bien évident que il faut reconnaître que je n'avais pas fait de campagne jusqu'à maintenant et qu'il faut considérer que la campagne est indispensable puisque je pensais que 13 ans de mandat de travail, surtout sur les 6 dernières années, la population pouvait connaître son maire. Elle le connaît peut-être, mais elle l'oublie dans les 15 derniers jours. Donc il me faut à tout prix faire une campagne avec mon équipe. Nous allons faire du terrain, nous allons travailler le terrain. Vous allez aller à la rencontre de ces électeurs. Nous allons à la rencontre de tous les gens que j'ai vus pendant 6 ans déjà, mais que je vais leur expliquer un peu ce qu'il en est. Voilà. Bernard Godefroy, vous attendiez à virer en tête, même si c'est une courte tête? Si vous voulez, nous étions partis sur une campagne déjà qui est restée digne de notre côté. Donc nos convictions de départ ont porté leurs fruits, puisque je les rappellerai rapidement. Nos convictions déjà d'être, je dirais, nous-mêmes. D'être nous-mêmes, du fait de nos valeurs, je dirais, humaines, à l'écoute, respectueuses, de confiance, mais aussi des valeurs démocratiques. Nos deuxièmes convictions que l'on tient encore au jour d'aujourd'hui, actuellement, c'est le fait de se situer en dehors de tous les partis politiques. Ce qui gêne énormément, on en reparlera tout à l'heure. Et notre 3e conviction, c'est celle d'avoir travaillé en équipe, bien sûr en additionnant nos compétences et tout en s'enrichissant de notre diversité. Donc ces 3 points-là, je pense, ont plu à la population, qui sont un petit peu en opposition par rapport au travail qu'a fourni M. Didier sur Remiremont. Donc nous arrivons en tête et nous allons bien sûr poursuivre notre effort, ne serait-ce que tout à l'heure en réunion publique au centre culturel pour clore notre campagne. Hugues Laine, ce premier tour, les résultats? Alors 17,76, on espérait mieux, c'est clair. On espérait forcément 51, mais on pensait faire 20%, on est un petit peu en dessous. Je vous avouerai on était un petit peu en dessous. Quand on est rentré à la maison, qu'on a vu les chiffres nationaux, on s'est dit qu'on s'en était bien tiré. Je pense qu'on a fait une campagne qui était saluée même par nos adversaires sur une campagne de terrain, une campagne vraiment de proximité sur Internet, une très grosse campagne aussi qui a porté ses fruits. Après, il est clair que par rapport à mes adversaires, j'ai un déficit de notoriété, même si je suis sur Remiremont depuis longtemps. Donc on a travaillé là-dessus. Je suis allé depuis 2 mois sur le terrain, rencontrer les habitants. J'ai ouvert quelques centaines de portes.
Oui, monsieur le maire, vous auriez dû le faire avant parce qu'il y a une grosse attente. J'ai vraiment rencontré des gens qui attendaient le politique. Et même si ils n'ont pas voté pour moi, j'ai senti une attente et un manque de reconnaissance des gens, et ils ont des choses à dire. Alors Claire Brugier, dans cette campagne, il y a eu, comme ailleurs, je veux dire, que des thématiques fortes qui se sont imposées, avec... Comme la fiscalité, par exemple, que l'on retrouve dans chacun des programmes des candidats, de chacun de vos programmes. C'est vrai qu'à chaque vote du budget au conseil municipal, il est rappelé que le taux d'imposition sur la commune est inchangé depuis 1999. C'est vrai, néanmoins, la pression fiscale sur Remiremont est importante. Et donc, est-ce que c'est le prix à payer pour la ville-centre, peut-être? Est-ce que c'est une des raisons aussi qui explique, par exemple, que la ville de Remiremont connaisse une baisse de sa population régulière depuis les derniers recensements? Donc j'aurais voulu savoir... Alors vous parlez tous de la pression fiscale dans vos programmes, vous êtes tous à peu près d'accord sur le fait qu'il faut la baisser, y compris Monsieur Didier, maire sortant, qui en parle aussi. Donc j'aurais aimé savoir comment vous comptiez faire les uns et les autres et quels étaient... les leviers pour faire baisser cette pression. Je pense qu'il faut déjà être très prudent. C'est vrai que la marge de manœuvre est limite. C'est vrai que les taux n'ont pas bougé depuis longtemps. C'est vrai que l'enrichissement à la ville s'est fait d'année en année. Mais le contribuable s'aperçoit à la fin, c'est le produit qui compte sur sa feuille d'impôt, il le trouve élevé. Donc je dirais la marge de manœuvre qui plus est va être très limite du fait que les dotations de l'État pour 2014 vont être en diminution. Donc je dirais sécurité, ne prenons pas trop de risques, essayons déjà de voir en prenant le bateau, le paquebot, je dirais mairie de Remiremont, parce que quand nous arriverons à la mairie, c'est vrai, il faut continuer à y travailler. Il y a des programmes réguliers qui ont été votés, il y a des travaux qui sont en cours, donc la marge de manœuvre sera très fine. Et si cette marge de manœuvre existe, nous la consacrerons principalement au service à la population. Donc d'un autre côté, je dirais un petit coup de pouce pour ces programmes, service à la population, par contre, un gros coup de frein sur les gros investissements et réfléchir, je dirais, plus avec la communauté de communes pour envisager ensemble vraiment des investissements porteurs d'emplois pérennes pour toute la population de la CCPHV. Alors oui, les marges de manœuvre, il y en a. Nous avons fait un gros travail d'étude du budget de Remiremont. On a repris les 6 derniers, on les a décortiqués. C'est pas facile quand on n'est pas dedans. Nous, on vient plutôt de l'association, de l'entreprise, donc il a fallu se réadapter au format. Il y a des marges de manœuvre, il y a des moyens de faire baisser la pression fiscale. Nous, alors, on l'a expliqué par tract sur notre site. Il y a une marge de manœuvre, on veut en prendre une partie, on veut baisser les travaux qu'on juge parfois inutiles ou trop somptuaires, pour pouvoir redistribuer alors, cette marge de manœuvre en partie sur une baisse de l'imposition locale et l'autre partie, comme M. Godefroy, sur des services à la population. Alors notre différence, c'est que par contre nous avons chiffré et nous avons clairement explicité quels étaient ces services que nous voulions mettre en place. Alors quels sont-ils ces services? Par exemple, une maison pour les jeunes, une couveuse d'entreprise. Là, ce seraient les travaux, les installations coûteuses. Un parking pour permettre de désengorger le centre. Très bien. Dans les deux programmes et dans les deux interventions qu'on vient d'avoir, sont en cause toujours ces grands travaux et ces travaux d'urbanisme et d'embellissement de la ville. Donc j'imagine que vous avez des explications. C'est l'objet d'une campagne, c'est de dire aux opposants que ce qui a été fait n'est pas bien, bien évidemment. Les grands travaux, je ne vois rien de somptuaire dans les grands travaux. Ce sont des grands travaux, des travaux de restructuration. Si aujourd'hui la rue des Charles de Gaulle était restée en l'état tel qu'elle y était il y a 7-8 ans, qu'en penseraient les Romaris-Montains? Si le boulevard Thiers n'avait pas été refait, qu'en penseraient les Romaris-Montains? Si, il est du devoir d'un élu d'avancer et de moderniser sa ville. De son devoir, je dis bien. Si vous ne modernisez pas la ville, on voit ce qui se passe dans les villes non modernisées en France, elles s'appauvrissent, elles se paupérisent, etc. Donc c'est du devoir d'un élu de le faire.
si on n'avait pas réhabilité les friches industrielles de Béchamp, de la Madeleine maintenant, qui est d'ailleurs détriée, parce que chaque fois, bien sûr, à chaque campagne, on plonge systématiquement, on cherche le mauvais côté, on essaye de noircir le tableau. C'est ça qui me gêne un peu dans la campagne, parce que c'est vrai que j'avais pas fait beaucoup de campagnes jusqu'à maintenant. J'aime pas beaucoup les campagnes, c'est beaucoup d'un jeu de séduction. Les gens apparaissent tels qu'ils ne sont pas. Et on est plus dans le paraître que dans l'être. Alors pendant 13 ans, j'ai travaillé. 13 ans, j'ai travaillé, 70 heures par semaine. On a fait ce qu'il fallait, on a géré les finances. Alors pour parler de la fiscalité, on a tellement bien géré les finances que, contrairement à beaucoup d'autres communes, nous n'avons pas augmenté les finances. Bon, c'est vrai que en arrivant, j'ai trouvé les taux qui étaient élevés et on les a gardés, c'est vrai. Aujourd'hui, tous les grands travaux sont faits. Tous les grands travaux. Et quand on dit les grands travaux, ce sont des travaux de restructuration de la ville. Les rues sont refaites, tout est fait. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise. Tous les projets qui sont lancés maintenant, que voudraient reprendre nos successeurs éventuels, sont lancés, sont financés. Ils sont sur le budget. Donc ça leur sera facile aujourd'hui de profiter de notre bonne gestion. S'ils sont à la manœuvre, ce que je n'espère pas, parce qu'il est bien évident que tous les programmes que j'ai vus là étaient des programmes de dépenses. Alors moi, la dépense, je préfère l'avoir dans les travaux, c'est-à-dire l'enrichissement, la production de richesse, qui donne du travail aux entreprises, qui donne du travail à toutes les entreprises qui travaillent, soit dans le bâtiment, soit dans le BTP, plutôt que d'ouvrir des maisons de jeunes avec des dépenses créées, comme veut le faire M. Godefroy, créer des emplois d'éducateurs sportifs, tous des emplois qui sont des emplois... On peut dire que c'est un programme de gauche, quoi. Ce sont des emplois qui sont pérennes, mais qui ne sont pas du tout dans l'investissement. Donc, jusqu'à présent, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai voulu faire. Maintenant, nous avons la capacité. Alors, c'est vrai que nous avons des difficultés dans toutes les collectivités suite au désistement de l'État et à la perte, bien sûr, de la matière financière venant de l'État, du département et de la région. Nous en avons bien profité dans tous ces travaux. Aujourd'hui, je suis prêt à donner des chiffres sur ce que nous coûte l'écoquartier. On nous raconte des idioties impossibles sur l'écoquartier. L'écoquartier nous a coûté, M. Godefroy, 1,8 million. Et il a coûté à la ville 600 000 € empruntés. Donc, il ne faut pas sortir d'autres chiffres. Donc, non, mais je le dis pour que vous le sachiez. 1,8 million. Donc, et il nous a coûté 600 000 à la ville. Donc, voilà. Alors, maintenant que les grands travaux sont terminés, j'ai la possibilité, je le dis, je le confirme. Alors certains nous ont taxé de démagogie. Je le dis, ça fait 2 ans que je le dis, au budget, nous arrivons vers une baisse de la pression fiscale. Ce budget-ci, je l'ai encore maintenu au même taux, parce que si on avait baissé les taux, on nous aurait dit démagogie. Si je dis l'année prochaine, on va baisser les taux, on me dit démagogie. Je ne sais plus quoi dire. Mais ceci dit, je le dis, on va le faire. Je le dis et je le confirme, le prochain mandat sera consacré à la baisse des taux à Remiremont. Alors quand on parle de fiscalité locale, je dis bien, regardez bien tous les taux, parce que c'est pareil, en période électorale, on crée l'amalgame. L'amalgame, c'est en bas à droite le coût global. C'est la somme. Mais la somme que chacun paye, il y a la ville, il y a le département, il y a les autres collectivités, toutes les autres collectivités. Si la ville ne baisse qu'un peu et que les autres augmentent, on va dire, ça y est, les impôts ont monté. Donc il faut qu'on fasse très attention. Voilà. Mais ceci dit, les finances sont saines. Madame Godefroy, vous réagissiez justement par rapport à ces investissements. Deux petits points. Déjà, quand vous parlez de la diminution de la pression fiscale, autant que je me souvienne, dans votre promesse de 2008, vous indiquiez au effort que tous les indicateurs étaient favorables pour entamer une baisse de la pression fiscale. Bon, quand on se retrouve 6 ans après, vous avez exactement le même langage. Donc la population romarié-montaine s'interroge. Concernant l'écoquartier ou les grands travaux, c'est vrai, votre bilan, vous êtes content de votre bilan, mais nous, on aime bien les romarié-montains. Et les romarié-montains, ils sont confrontés à des situations quotidiennes qui les dérangent. Donc, on est là pour essayer de rapporter un plus et d'avoir une démarche autre au niveau de l'approche des grands travaux qui se feront à l'avenir. Huglaine, je veux dire justement sur cette opposition entre l'investissement et le fonctionnement. Alors, moi, je suis sur la même veine que M. Godefroy. En tout cas, il est clair qu'en toute la campagne, on s'est aperçu qu'on avait posé les mêmes constats. Ce qui, par la suite, nous a fait croire qu'on pouvait arriver aux mêmes solutions. Ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, sur le constat, oui, on le partage. Monsieur Didier, voilà, je vous l'ai dit, faites-le. La baisse d'impôts, vous auriez dû la lancer avant, pas l'annoncer. Vous dites que les grands travaux, c'est fini.
Moi, je pense que vous allez en refaire. Vous dites que vous préférez donc qu'on est de gauche quand on crée des postes et donc on est de droite quand on crée de l'emploi. Vous mettez des millions dans les travaux, enfin vous mettez, ça rémunère des entreprises qui viennent travailler. Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'argent vient des Romaris-Montins, mais les emplois, quid des emplois Romaris-Montins? Vous dites ça crée des emplois où à Remiremont? Est-ce que vous pouvez chiffrer le nombre d'emplois qui sont créés et de manière un peu concrète? Vous savez qu'il existe dans les appels d'offres la clause sociale. C'est-à-dire c'est un levier dont vous pourriez vous servir pour obliger les entreprises, quand elles travaillent sur des appels d'offres à Remiremont, à embaucher des Romaris-Montins. Vous ne voulez pas vous en servir. Je trouve ça un peu dommage. Donc les emplois en général, oui, mais si c'est des emplois qui sont à 30 km, je ne pense pas que les Romaris-Montins, ça les intéresse des masses. On reviendra sur les problèmes économiques. Claude. Alors Jean-Paul Didier tout à l'heure parlait du paraître et de l'être. Ils sont parfois liés. On parle volontiers aujourd'hui du vivre ensemble, du bien vivre ensemble. Il y va de l'harmonie d'une cité et de sa sécurité aussi. Remiremont a apparemment tout pour plaire, un patrimoine architectural de qualité, une rue commerçante active, un carnaval, à tel point qu'on l'appelle depuis longtemps la coquette. Il y a pourtant un revers de la médaille, même si cela reste une exception. Il y a quelque temps, 7 voitures ont été incendiées au Rumont. Alors, Remiremont, je vous pose la question, est-ce que c'est toujours une réalité, la coquette à vos yeux? Ça, c'est pour le paraître. Et pour l'être, en fait, quel projet souhaitez-vous développer pour améliorer la qualité de vie des Romaris-Montins? On va commencer par vous, Hugues. Alors, oui, la coquette, bien sûr. C'est une ville agréable à vivre. Je pense que tout le monde y est bien. Là-dessus, je pense qu'on va être d'accord. Après, il y aura les reproches, peut-être un peu trop coquette par rapport à ce qu'elle devrait être. Je vais essayer de répondre un peu dans l'ordre. Vous me parliez des voitures brûlées. Voilà, c'est une première au Rumont. C'est le quartier du Rumont. C'est arrivé en début de campagne municipale. On ne sait pas ce que c'est. Enfin, je pense qu'on s'est tous posé la question. Voilà. A priori, ce sont des gens de l'extérieur, mais je suis pas renseigné. La police enquête, donc on verra. Il est clair que ça a créé de la tension sur le début de campagne. C'était le premier jour de la campagne municipale. Ça a troublé beaucoup de personnes. Donc la vraie question, c'est quel projet entendez-vous développer pour améliorer cette qualité de vie, quoi? Le lien social. On pense nous que Remiremont a une population qui change, qui se transforme. Remiremont est une ville qui se vide, puisqu'on perd des habitants chaque année. C'est aussi une ville qui vieillit et qui se paupérise. Et je pense que de plus en plus, les gens perdent l'habitude de se parler. On sent qu'il y a un délitement. Je suis que depuis 18 ans dans la ville, mais quand j'entends les anciens, on a l'impression qu'il y avait quand même plus de vie dans la ville, qu'il y avait plus de mixité. Et nous, on voudrait le ramener en remettant du dialogue entre les gens, en donnant de l'envie, en libérant un peu les énergies. On a aussi l'impression que tout doucement, on s'endort. Pas parce qu'il ne se passe rien, monsieur Didier, mais parce que c'est peut-être trop orienté sur certaines populations. Donc ça, c'est le constat et les projets? Les projets, c'est redynamiser, c'est être à l'écoute, c'est travailler avec les gens. Ce n'est pas poser des projets en disant on sait, on fait bien, on pose et servez-vous de ce qu'on met en place. C'est aller voir les gens, c'est ce que j'ai fait depuis 2 mois, c'est leur demander qu'est-ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, on va le mettre en place, mais avec vous, avec vos voisins. On va discuter. Si on installe quelque chose sur un quartier, on discute avec tous les gens du quartier. On ne leur pose pas un écoquartier sans leur demander ce qu'ils en pensent, tous les gens qui sont autour. On leur dit comment vous voyez ça. Bien sûr qu'à la fin, il faudra trancher, décider, mais avant, on demande aux gens. Et ce qui permet aux gens de s'approprier les projets, de s'approprier la ville. Et ça, je pense que ça paraît tout bête à dire comme ça, mais c'est vraiment le socle sur lequel on veut travailler. L'écoute, la concertation. Alors Jean-Paul Didier, vous ne partagez pas le constat d'après ce que j'ai vu, là, mais dites-nous Non, tout. parce que là aussi, c'est un peu le lot de la campagne, c'est de noircir les tableaux, bien sûr. Et personne à Remiremont de se reconnaît dans ces tableaux-là, bien évidemment. Je voudrais paraphraser quelqu'un, mais à gauche, on n'a pas le monopole du cœur. Moi aussi, j'aime les Romaris-Montins. Il ne s'agit pas de... J'aime tellement les Romaris-Montins que qui peut le dire sur une de vos listes que j'ai travaillé pour les Romaris-Montins depuis l'âge de 23 ans. Je me suis occupé des clubs de sport à Remiremont, je me suis occupé de l'OMS, j'ai passé ma vie pour les Romaris-Montins. Alors qui peut dire aujourd'hui qu'il a le monopole du cœur? Moi, j'ai travaillé pour les Romaris-Montins depuis l'âge de 23 ans. J'en ai 65 aujourd'hui.
aujourd'hui. J'ai travaillé à la mairie depuis 77. Moi, j'ai perdu ma vie de famille pour la ville de Remiremont. Alors, il ne faut pas me dire, nous aimons les Remiremont-Montains. Moi aussi, je les aime comme j'aime ma ville. Et je l'aime viscéralement. Alors, sur ce plan-là, quand vous me dites que on n'est pas... Non, mais je le dis parce qu'il est fait quelque part. Donc, je le dis parce que quand on n'a rien à reprocher au programme, on démonte la personne. Hein, on caricature et on lui donne une image. Bon, voilà, donc je tiens à mettre les choses au point. Tous les gens qui travaillent avec moi savent qui je suis et savent que connaissent ma sincérité. Alors maintenant, M. Vautrin, vous parlez des problèmes de Rumont. Il y a eu 7 voitures incendiées sur cette période-là. Et ça n'a rien à voir avec Remiremont-la-Coquette. Ça n'a rien à voir. C'est un fait divers qui j'espère, va être élucidé. Je suis en rapport régulièrement avec le secrétaire général de la préfecture et le DSP, directeur de la sécurité publique. Je pense qu'il va être solutionné. Mais ceci dit, c'est pas parce que 2, 3, 4 imbéciles se sont amusés à griller des voitures à des gens qui n'en peuvent mais, des pauvres gens d'ailleurs, dont beaucoup, je m'en suis rendu compte, ne sont même pas assurés, donc qui pénalisent une population pauvre. Donc c'est pas parce qu'il y a cet imbécile-là qu'on ne peut plus appeler Remiremont-la-Coquette. Remiremont-la-Coquette, elle est coquette, elle continue à être coquette, par tout ce qu'elle fait, par tout ce que nous avons apporté en modernisation de la ville. Vous pouvez le regarder, les illuminations de fin d'année, le fleurissement, les grands travaux dont vous parlez, dont vous vous moquez, les grands travaux, ils sont là pour amener à Remiremont-la-Coquette. Maintenant, ceci dit, qu'elle se paupérise, elle ne se paupérise pas, la ville. C'est faux de le dire. Nous avons plus de produits fiscaux qu'en 1999. C'est ce qui me fait dire que demain, je pourrais... C'est pas la population qui dit plus riche, attention. Mais la population, non, si vous parlez de la population et de la catégorie socio-professionnelle de la population, évidemment qu'elle se paupérise, comme à l'échelle de la France. La France se paupérise actuellement. Nous avons de plus en plus de cas sociaux, c'est pas spécial à Remiremont. Nous avons de plus en plus de personnes en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'on a une politique nationale de gauche qui nous amène au bord du gouffre. Enfin, on n'est même plus au bord du gouffre. On est dans le gouffre. Avant, tout allait bien. On est dans le gouffre. Non, mais revoyez vos chiffres de l'INSEE, ils remontent à beaucoup plus longtemps que ça. Oui, alors en 99, je vais vous les donner les chiffres de l'INSEE. En 99, sur Remiremont, nous avions 3912 ménages. Et en 2012, nous avons 4014 ménages. C'est-à-dire que si la population baisse, le nombre de ménages augmente. Et qui paye la fiscalité ? C'est bien les ménages. On paye par ménage fiscal. Donc, oui. Qui paye la fiscalité ? Et si vous avez bien regardé les comptes et la fiscalité, vous avez pu voir que la masse fiscale augmente. D'accord ? Mais elle n'augmente pas par les taux, elle augmente par l'enrichissement de la ville. L'enrichissement de la ville. Et l'enrichissement de la ville, il ne doit pas être consécutif à la paupérisation de la population. On doit donner à la population les moyens de venir. Alors, le vieillissement de la ville, la perte d'habitants, je l'assume. Et je peux l'expliquer. C'est le Rumont. Nous avons perdu, quand Montesino s'est parti, si vous vous rappelez bien, nous avons perdu 2000 habitants. 2000 habitants, nous en avons récupéré entre-temps, et nous avons reperdu encore 800 habitants dernièrement. C'est le Rumont qui s'est vidé. Mais ça, c'était aussi une politique d'urbanisation du quartier. Nous avons voulu déghettoiser et casser le communautarisme qui existait sur le quartier en essayant de faire en sorte de restructurer le Rumont. Nous avons déjà commencé avec Vogélis à le restructurer. Et dans les grands travaux dont vous parlez... Oui, bien sûr qu'on a commencé. Là, aujourd'hui, vous avez fait quoi ? Bien sûr. Jean-Paul Ollier a déjà beaucoup d'avance. Si vous lui posez des questions, il va encore en J'ai prendre d'avance plus. en parole. Ah oui, beaucoup. Bon. Alors, donc je peux y aller. Oui, alors donc... Bernard Godefroy, parce que vous avez de l'avance en parole. Et puis, en parole. Vous avez parlé plus longtemps que... D'accord, pardon. Alors Bernard Godefroy, sur cette question du vivre ensemble... Le dépôt de votre prestation, je dirais, j'ai jamais été contre le fait que vous êtes un grand travailleur depuis très longtemps. Mais nous, on propose de travailler autrement. Autrement, voilà. Sur cette question du vivre ensemble, alors, y a-t-il déficit à Remiremont ou pas ?
Du vivre ensemble, du lien social, ce qui avait été évoqué par Hugues Bon, Lannes. on le rencontre dans les différents quartiers. Je sais qu'on va essayer d'institutionnaliser la fête des voisins, tout simplement. Pas la fête des quartiers, la fête des voisins. La fête des voisins pour recréer des liens sociaux, pour éviter l'isolement entre les gens. Et ça, je pense que c'est une première étape. Une première étape. Si on parle on a parlé d'associations de carnaval vénitien, c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui ont couru à Remiremont, comme quoi on allait supprimer le carnaval vénitien. C'est une aberration, je dirais. Les associations sont là. On est là pour également faire vivre l'événementiel sur Remiremont. Donc si on revient au niveau, c'est vrai qu'au niveau... Au niveau du quartier de Rumont, notre idée, si vous demandez un projet, c'est un projet qui date depuis longtemps, je dirais, c'est d'urbaniser la périphérie de Rumont. J'appellerais ça le site déjeuner, qui permettrait, je dirais, de donner au quartier de Rumont de le rendre intérieur à la ville de Remiremont, en ouvrant l'urbanisation sur cette colline de Rumont. Tout ça pour dire que, bon, c'est vrai qu'on a les différentes municipalités ont attendu longtemps l'ouverture de ce secteur-là, du fait qu'il y avait le secteur de la Madeleine. Le secteur de la Madeleine, bon, c'est vrai que si on regarde, on peut se dire que dans un siècle, tout ce secteur-là serait urbanisé. Donc je dirais il est important de créer une unité urbaine au-dessus du quartier de Rumont. Voilà, ça c'est notre projet. D'accord. Et par rapport au quotidien, Claire ? Juste pour revenir sur le Rumont et justement cette perte de population dont vous parlez, Monsieur Didier, justement, il y a des villes où quand il y a restructuration d'un quartier comme celui-ci, où en général il y a des logements sociaux et donc des foyers fiscaux pas beaucoup de foyers fiscaux à gros revenus. Où sont parties ces populations ? Il y a des villes où on essaye justement de les reloger dans la ville. Là, visiblement, vous donnez comme explication que ce sont ces populations qui sont parties. Est-ce que, justement, il ne fallait pas les retenir ? Et où sont-elles parties ? Et dans quelles conditions ? Enfin, la ville ne sait pas... Il s'agit aussi de... On ne les a pas mis dehors, Non, bien évidemment. Donc, il s'agit d'une évolution lente de la démographie qui nous permet, au fur et à mesure que les bâtiments se vident, de restructurer, c'est-à-dire à Vaugelis, donc de démolir les bâtiments et de reconstruire en lieu et place de ces bâtiments, des bâtiments adaptés. C'est-à-dire qu'on avait reconstruit en son temps des bâtiments pour les grandes familles à Rumont. Mais voilà, ça ne se fait pas en un jour. L'aménagement des genêts, c'est le projet depuis longtemps de la municipalité. Ça, c'est quelque chose. Vous le découvrez aujourd'hui. C'est pas nouveau. Nous avions comme vision, quand je suis arrivé aux affaires, de développer la ville par l'est et par l'ouest. Donc l'est, c'est l'affût. C'est de l'affût de la Madeleine dont vous parlez, qui est en instance, qui est en gestation, qui se construit petit à petit, etc. Trop lentement à mon gré. Mais bon, ceci dit, il s'est construit. On y arrive. Et puis les genêts, on avait envisagé donc de construire la partie des genêts au-dessus de Rumont. Or, on sait très bien que construire les genêts au-dessus de Rumont coûte une fortune parce qu'il faut l'alimenter en eau. Et pour l'alimenter en eau, il faut amener l'eau depuis un réservoir qui est de l'autre côté de la montagne. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il faut amener du réservoir qui est de l'autre côté de la montagne, une conduite en gravité jusqu'aux genêts. Ça coûte une fortune. Donc on sait très bien que les genêts, pour l'instant, c'est un programme qui n'est pas viable. Pour l'instant, je dis bien. Ça peut se faire peut-être dans un avenir où on aura beaucoup d'argent. Mais construire 10 maisons aux genêts ou 20 maisons aux genêts avec un coût de réseau exorbitant, pour moi, c'est pas raisonnable. Voilà. Alors, ceci dit, sur une partie des genêts, on peut construire sur une partie des genêts. Mais ça, c'est une politique aussi de développement de la ville qui est engagée depuis très longtemps. Voilà, donc on est en train de nous faire découvrir le fil à couper le beurre, quoi. Donc Bernard Godefroy, c'est le fil à couper le beurre. Je veux dire, c'était quelque chose qui était prévu. Ben oui. Je veux dire que le site déjeuner, il arrive à une époque où on se rend compte que au niveau des foyers fiscaux sur Remiremont, on a quand même 69% des foyers fiscaux qui ont des revenus inférieurs à 20 000 euros par an. Oui. D'accord. On se rend compte qu'il n'y a que à peine 5% de la population, on va les appeler les gros contribuables.
qui Ça, gagnent vous l'avez. entre 50 000 et Ça, 100 vous 000 l'avez euros. partout, ça, c'est non, pas mais spécial tout, ça, à Remiremont. tout ça pour vous dire qu'actuellement sur Remiremont, vous avez que 45% des foyers fiscaux qui payent des impôts, pour une moyenne nationale de 63. Donc le but des Genêts, comme vous le savez très bien, c'est de l'urbaniser, mais avec des pavillons pour ramener, je dirais, des gros contribuables sur Remiremont, pour alléger la charge des foyers fiscaux qui sont en déshérence. Ça, c'est des chiffres que vous avez eus sur un site qui n'est absolument pas spécialisé, qui est complètement faux. Ça vient de Ce sont Bercy. des chiffres faux. Non, Je pas veux de Bercy. revenir aussi sur la Coquette, parce que Remiremont est une des quelques villes vosgiennes à avoir des caméras. La Coquette, Remiremont, ville propre ou ville surveillée. Donc j'ai entendu dans l'opposition du conseil municipal souvent des remarques sur ces caméras. Donc j'aurais bien aimé avoir votre sentiment aussi sur ce point-là. Parce que ça fait aussi partie de cette image de Coquette, je pense. Les caméras, les caméras, ça a été une opposition qu'on a eue avec M. Dillier en son temps quand il les a installées. Notre position, c'est que ce ne sont pas les caméras qui vont tout résoudre. On pense qu'il n'y a qu'une chose qui amène de la tranquillité, qui amène de la sécurité, c'est de la présence policière. Aujourd'hui, les caméras, elles sont en place. Alors, bien sûr, on ne va pas les enlever, mais on trouve quand même les limites de ces installations quand on discute avec les personnes dans le centre-ville, des commerçants qui nous disent qu'il se passe des choses la nuit, mais comme c'est la nuit, on ne peut pas voir. Alors, monsieur le maire, vous sortez des taux de résolution d'affaires qui sont en hausse de 90%, je crois. Alors, permettez-moi de vous dire, ce n'est pas du tout le sentiment qu'il y a dans la population. Sur les retours que moi j'ai eus, j'ai eu beaucoup d'affaires, d'histoires de gens qui auraient eu besoin de ces caméras-là. On a eu une agression il y a 2 ans en plein sous les arcades, où ça a été a priori inopérant. Et en tout cas, c'est le sentiment qu'ont les gens, que les affaires ne sont pas résolues. Je crois qu'il y avait une commerçante, on a mis une vidéo en ligne qui disait qu'il y avait eu un cambriolage juste au-dessus de chez elle et que rien n'avait été trouvé parce que c'était la nuit. On a l'impression que ça surveille, mais pas comme il faut, quand il faut. Bernard Godefroy, sur ce sujet? Au niveau de la vidéo, je dirais protection, c'est vrai qu'elle existe, c'est vrai qu'elle apporte une sécurité à la population. Je dirais après, savoir jusqu'où il faut aller, on s'est rendu compte tout dernièrement à Rumont, est-ce qu'il faut étendre la vidéoprotection à tous les quartiers? Donc là, point d'interrogation, réflexion, peut-être revenir à des situations antérieures où il y avait un îlotier dans le quartier, ou peut-être avoir une vigilance plus accrue, mais c'est un questionnement qui nous interpelle actuellement. Mais sur le principe de ces caméras? Je pense que ça apporte une sécurité à la population et j'y suis favorable. Donc vous en mettriez. Hein? Donc vous en remettriez au Rumont. Non, mais faut... C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais il faudrait que des fois vous tranchiez. Alors si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous allez enlever ceux de la rue Charles de Gaulle? Je l'ai dit, je crois, il y a une minute, j'ai dit non, on ne les enlèvera pas. Elles Bah sont voilà, là. donc, Mais ma position est claire. la problématique est là. Est-ce qu'il Donc, faut mettre des caméras sur tous les quartiers? Pourquoi pas Réveillon et pourquoi pas C'est la la question que vous vous posez à haute voix, donc si vous avez une réponse. Oui. Vous dites, est-ce qu'il faut en mettre sur le Rumont? Est-ce qu'il faut en mettre sur le Rumont? Je dirais on serait plus axé sur... vous vous souvenez à l'époque où il y avait un îlotier qui était sur place, qui rentrait en communication avec les gens? C'était très important. Je pense que c'était une superbe La caméra. présence humaine, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. On va passer, si vous le voulez bien, à moins que vous ayez très rapide Alors, la réponse. l'îlotier, c'est là qu'on voit quand même qu'on rêve un peu. L'îlotier, c'était un agent de police national. Or, quand on sait la pénurie actuellement que subit la police nationale au niveau de ses budgets, il ne faut pas rêver, monsieur Godefroy, vous n'aurez pas d'îlotier à Rumont. Donc, quant à l'îlotier, il aurait fallu qu'il soit là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, par conséquent, moi j'assume. Mais si, c'est vrai que c'est mieux un îlotier, parce qu'il y a une présence humaine. Mais pas la aujourd'hui, 24, on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens. On On les ne trouve. peut plus. Comparé à l'acquisition de caméras, peut-être que le Mais coût l'acquisition de financier sur tout un quartier... Mais non, pas du tout, pas du tout. Justement, un îlotier, c'est ça la gestion, que vous préconisez. C'est la dépense permanente et régulière. Vous enclenchez des dépenses permanentes et régulières et pérennes. Ça s'appelle des services Alors qu'une caméra, vous l'achetez, elle vous coûte 3 000 €.
Et ce n'est pas du tout le prix d'un salaire sur une année. Alors là, voilà, c'est toute notre différence. Monsieur Didier, une caméra, plus de 400 000 euros pour 44 caméras. Excusez-moi, en moyenne, ça fait 10 000. Alors là aussi, voilà encore. Là aussi, on n'est pas à 400 000 d'installation compris, mais 330 000 euros financés quasiment en totalité. À l'époque, parce que j'ai lancé l'opération tant qu'on pouvait encore l'accrocher, j'ai financé par le fonds du ministère de l'Intérieur. Donc, pour Remiremont, ça n'a pas coûté grand-chose et nous sommes sécurisés. Et les caméras, je les assume. Allez, on va passer à un autre sujet important et un sujet qui prend de plus en plus de place dans le quotidien. Qui était au cœur de ces élections aussi, qui était municipale et communautaire, donc l'intercommunalité. Il en a été question aussi également dans chacun des programmes. Remiremont est au centre d'une communauté de communes, donc la Porte des Hauts-de-Vosges, qui accueille 6 communes. Éloie a intégré, donc elles étaient 5, Éloie a intégré depuis 1 an la communauté de communes. On remarque dans les conseils communautaires et au sein de cette communauté de communes qu'il y a la ville-centre, il y a souvent la ville-centre et les petites communes alentours. Il y a, comme on sent une défiance un petit peu des communes. Tout le monde veut mutualiser, mais il y a une défiance par rapport à cette ville-centre qu'on l'on accuse de s'accaparer un petit peu tout, de tous les mots. Voilà. Donc je voulais savoir comment vous envisagiez l'intercommunalité tant au niveau des relations avec les autres communes et aussi quels étaient les grands projets qui pouvaient... Alors M. Godefroy a parlé tout à l'heure a déjà évoqué ce sujet-là au niveau des emplois pour essayer de créer des emplois pérennes sur l'intercommunalité. Donc j'aurais voulu savoir quels étaient les grands chantiers pour vous de la communauté de communes. Jean-Paul Didier qui démarre. La communauté de communes, je la connais bien puisque j'étais un des 5 maires qui a participé à sa création, à la portée sur les fronts baptismaux. À l'époque, c'était dans l'esprit d'une mutualisation justement des moyens à mettre en place pour des grands travaux aussi. Des grands travaux et aussi la gestion, la création de services à la population sur le bassin des 5 communautés de communes. Donc, alors il ne faut pas se leurrer, on me dit aujourd'hui dans la campagne on mettra tout ça en communauté de communes, etc. C'est une méconnaissance complète du fonctionnement d'une communauté de communes. Une communauté de communes, pour pouvoir agir, il faut qu'elle prenne la compétence communautaire. Et avec un intérêt communautaire, c'est-à-dire qu'il faut le justifier. Donc on ne peut pas tout mettre dans la communauté de communes. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est travailler beaucoup plus en synergie avec les communes environnantes. Ça, c'est évident. Mais vous savez, les communes-centres, vous prenez ça dans toute la France, j'en discute avec mes collègues dans toute la France, le problème de la défiance des petites communes envers une commune-centre, c'est pas spécial à Remiremont et c'est surtout pas spécial à son maire, c'est général. Parce que disent les petites communes? Elles disent que... Mais leur donner confiance, il faut... Je pense que ce sont les élus, ce ne sont pas les habitants qui n'ont pas confiance, ce sont les élus, parce que les élus veulent conserver toujours un petit précaré. Et ils ont toujours peur d'être un peu dessaisis. Et dans cette affaire-là, le budget de la ville de Remiremont, c'est 29 millions d'euros, le budget global. D'accord ? Budget d'une petite à côté, c'est 2 millions d'euros ou même moins. Quand on refait au niveau d'une communauté de communes avec la masse globale d'imposition de l'ensemble de la communauté de communes à laquelle contribue fortement Remiremont, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, Remiremont amène non seulement ses bases, mais aussi, amène ses bases dans cette potentiel fiscal, la communauté de communes a des moyens. Et ce sont les petites communes qui profitent des financements d'une communauté de communes riche, dans la mesure où elle est riche. Ce sont les petites communes. Ça, il faut bien leur dire. Et si on n'avait pas créé la médiathèque, si on n'avait pas créé la communauté de communes, on n'aurait pas d'antenne des médiathèques dans toutes les communes. Ils n'auraient jamais pu se les payer. Ou la crèche. Ou la crèche qui sert à tout le monde. La crèche, elle sert à tout le monde. Ou de la crèche, un des derniers dossiers qui a été assez houleux en conseil intercommunautaire, c'était l'aire de camping-car qui était voulu par une autre petite commune voisine. Oui. Voilà, et c'est Remiremont qui a décroché. Donc est-ce que la confiance ne s'installe pas justement en laissant ce genre d'installation sur d'autres petites communes qui ont aussi les... Non, parce que l'aire de camping-car, on ne peut pas l'ouvrir n'importe où. L'aire de camping-car, elle se situait tout naturellement à côté du plan d'eau à Remiremont, tout naturellement. Et s'il n'a pas été retenu, c'est par le commissaire de Massif,
je vous parlais de celle de Dommartin, elle n'a pas été retenue par le commissaire de massif, pas par la communauté de communes, puisque la communauté de communes a décidé de la retenir dans les travaux du CADT au niveau lorrain, puisque l'aire de camping-car de Dommartin est retenue dans le CADT de la région Lorraine. Donc on ne peut pas dire qu'il puisse y avoir une défiance là-dessus. Et donc pour la deuxième partie de la question, quels seraient les grands projets à mener maintenant sur cette communauté de communes ? Alors là, il faut redéfinir complètement avec les nouveaux élus, parce que tout dépendra du nouveau paysage. Hein. Bon, maintenant, on les connaît. Plus d'élus que les autres. Oui, il y en a déjà 3 qui sont reconduits, donc on va attendre voir. On sait quelle loi est reconduite, on sait bon. Donc on va terminer déjà l'aire de camping-car. Hein, on a aménagé une aire pour les grands passages, ce qui nous a permis déjà de bien clarifier les choses au niveau de l'ensemble des communes et de les protéger de l'arrivée intempestive des nomades. Hein, déjà, ça c'est un premier point. Oui, parce que quand vous avez 200 nomades qui tombent dans votre jardin, là, c'est pour ça oui, mais les gens du voyage, ils ne sourient pas, les gens qui le subissent. Donc nous, on préfère avoir la zone d'accueil. Donc on a créé ça, on a déjà pas mal travaillé au niveau de la communauté de communes. Donc maintenant, je pense que on arrivera à des gestions de services, plus à des gestions de services, des créations de services. Bernard Godefroy, par rapport à l'intercommunalité. C'est vrai que la communauté de communes, on la connaît un petit peu moins, mais on la connaît par ce qu'en dit la presse et ce qu'en disent les délibérations. C'est vrai qu'on a eu l'impression pendant tout ce temps qu'il y avait des tensions extrêmes entre les différents maires. Donc je dirais, les cartes sont redistribuées à partir de dimanche prochain. Donc j'espère que quels que soient les gens qui seront autour de la table, ils auront la sagesse de retravailler en bonne intelligence sur des compétences peut-être à prendre. Je pense en particulier au niveau du tourisme, où on est quand même dans une zone touristique. Et s'il y a des emplois pérennes pour notre jeunesse d'ici une dizaine d'années, c'est peut-être ensemble qu'il faut réfléchir sur ce thème précis qu'est le tourisme. Mais dans la mesure où toutes les communes sont bénéficiaires, ou alors avec des compensations pour leur permettre d'adhérer à ce projet. Dans la mesure où toutes les communes sont d'accord. Absolument, pour prendre la compétence. Absolument. Parce que ça a déjà été proposé, ce que vous proposez là. Hein, ça, là aussi, on n'a pas inventé l'eau chaude. Il faut convaincre. Il faut convaincre. Voilà. Et c'est pas facile, comme l'a dit tout à l'heure Claire. Hugues, par rapport à cette Alors, je vais rebondir. Je pense que là, le rôle d'un maire, c'est d'être un facilitateur, d'être un accompagnateur, de pousser, d'animer les projets. Je pense qu'au niveau de l'intercommunalité, Remiremont devrait avoir le même rôle. Non pas se poser comme... Alors, elle est la ville-centre, mais la ville qui décide, mais comme la ville qui pousse, qui accompagne, qui dialogue. On sait très bien ce qui se passe à l'intercommunalité. Il y a une rivalité entre M. Poirson et M. Didier. Bon, vu les échanges que vous avez... M. Poirson et le reste du monde. Alors après, voilà, je vous jette pas la pierre, Monsieur Didier, quand je dis ça. Parce que, oui, mais ça crée des problèmes, bien sûr. Ça crée des blocages. De la commune centre ça crée des blocages. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Après, je ne juge pas qui a tort, qui a raison. Je pense que dans certains cas, c'est assez mitigé. En tout cas, on peut arriver à des blocages assez vite. Je pense qu'il faut aussi lâcher quand on dialogue. Il faut savoir rassurer et puis lâcher un peu de mou. Ce que des fois, vous ne voulez pas faire. Vous êtes vite quand même braqué et sur vos positions. Les compétences, attendez, je vais finir parce que l'intercommunalité, on va pas rester que là-dessus. Les compétences, là, c'est à l'intercommunalité de se saisir de compétences et de dire, voilà, nous, on veut aller vers tel ou tel. Moi, je pense que le transport, devrait être une compétence dont se saisisse l'intercommunalité. Nous, on a proposé de transformer, là aussi on n'est pas d'accord, la navette billet hebdomadaire, donc le mardi et le vendredi, la mettre tous les jours. Et l'idée, ce serait de la faire bien marcher sur Remiremont et après de l'étendre avec les collègues de l'intercommunalité par le dialogue, par la concertation. Oui, parce que c'est comme ça que nous, on travaille. Qu'est-ce que vous croyez qu'on a fait jusqu'à maintenant, monsieur Laine? Vous êtes beaucoup plus dans le rapport de force, je crois. Mais non, pas la du vision tout. qu'ont des la communes... preuve que non, c'est que quand trois communautés de communes, alors que nous avions la majorité à 2 communes,
trois communes, n'ont pas voulu de cette navette, n'ont pas voulu participer au transport intercommunal. Eh ben, j'ai fait retirer le dossier parce que même si nous avions la majorité en conseil communautaire, je ne pouvais, en tant que président, je ne pouvais pas imposer à 3 communes, 2 communes, la politique de 2 communes, si grosse soit-elle, aux 3 autres communes. Donc ne me dites pas que je reste sur mes positions. Tout ce qui s'est fait à ce moment, on a quand même bien travaillé à la communauté de communes. Il ne faut pas nous... Sur le dernier bilan, le dernier mandat, il n'y a pas grand-chose, monsieur Didier. Sur cette force de persuasion, sur cette force de dialogue, ça va être quelque chose qui va vous être nécessaire dans les quelques jours qui viennent avant les élections, puisqu'on entame vraiment la dernière ligne droite, que lors des précédentes, du premier tour, la mobilisation n'a pas été si forte que ça, remiremont, 57,24%, ça veut dire qu'il y a des réserves, il y a un potentiel à aller chercher. Alors comment vous mobilisez-vous justement pour ce deuxième tour? Quel argument vous allez développer? Ce sera votre conclusion. Alors Bernard Godefroy, vous avez un peu de temps, profitez-en. Bien, depuis ce matin, nous savons fortement que nous sommes une liste de gauche. Depuis ce matin également, nous savons fortement que nous sommes plutôt à droite. Donc depuis notre départ, je dirais, on veut nous cataloguer d'un côté ou de l'autre. Je dirais, l'abstentionniste va profiter un petit peu à toutes les équipes en place. Par contre, je pense qu'au niveau du côté gauche de M. Huglen, il faut que son électorat sache que s'il veut le changement, il faut voter utile et voter Bernard Godefroy. Huglen. Alors, ni gauche ni droite, d'accord. Nous, à travers le brouillard du projet de M. Godefroy, parce que c'est plus une note d'intention qu'un projet, on avait cru déceler des lumières qui nous faisaient penser qu'on pouvait travailler ensemble, ou en tout cas qu'on avait des valeurs communes sur le dialogue, sur la concertation, sur l'humanisme. On vous a tendu la main pour discuter. Il y a eu un refus net, catégorique, en disant, vous comprenez, nous on a aussi un électorat de droite, on a des gens en carte UMP dans notre liste, on ne veut pas les effrayer avec des gauchistes. Il y a un moment, il faut savoir quand même où on habite. Vous disiez... en dehors des partis politiques. Vous êtes en dehors, oui. Vous êtes en dehors. Mais M. Didier disait hein. tout à l'heure qu'on ne peut pas faire que du marketing. Il y a un moment, il faut aussi se positionner. Je pense que des gens qui sont plutôt à gauche se sont reconnus dans votre projet, mais qui pour moi est une note d'intention, parce qu'il est très général. Il n'y a quasiment rien de concret dans votre projet. Nous, on a fait l'inverse. On a proposé un programme très concret. C'est pas l'impression des électeurs, excusez-moi. C'est pas sûr, ça. Avec des cas concrets, des solutions. Parce que poser les problèmes, tout sait le faire. Tout le monde sait le faire, mais alors amener des solutions concrètes, c'est pas la même chose. J'invite les gens à retourner vers les programmes et à les relire. Moi, je pense que M. Godefroy, alors, fait l'aspirateur, mais c'est de bonne guerre. Mais au vu de votre réaction, du refus de dialogue, du refus même de discuter des idées, pour moi, ça augure mal de la suite quant à votre ouverture. Une réponse rapide de M. Godefroy sur justement cette absence de dialogue. Vous dire qu'il y a eu une main tendue, vous l'avez refusé clairement. Vous dire qu'il y a eu une proposition de fusion de liste. Si vous voulez, depuis le début, on s'est mis en dehors de tout parti politique. C'est pas après le résultat d'un premier tour qu'on va commencer à fusionner avec un parti ou un autre. Au niveau respect pour les gens qui font partie de mon équipe, je ne peux pas. Et je préfère rester dans cette logique que l'on a depuis le début. Avec une liste d'union et de rassemblement. Mais vous ne pouvez pas me dire que vous avez des gens en carte à l'UMP, que donc vous ne pouvez pas discuter avec nous. Et après dire aux gens de gauche, venez voter pour moi. Comment vous pouvez faire ça? Les électeurs, votez allez jusqu'au bout et dites, dans ce cas, je prends aussi des gens en carte à gauche. Les électeurs choisiront. Non, j'en ai pas en carte à gauche. Jean-Paul Didier, mot de conclusion par rapport à cette mobilisation nécessaire. Évidemment, comme je constate que M. Godefroy va chercher ses voix à gauche, bien évidemment. Hein. Donc, il en a déjà ponctionné par rapport au dernier score, qu'il encourage les gens de gauche à voter pour lui. Il faut lever l'ambiguïté, il faut tromper personne. L'ambiguïté, c'est en dehors des partis politiques, ça ne veut rien dire. Je sais que pertinemment, sur la liste M. Godefroy, il y a 19 personnes de gauche, on les connaît. Mais je les ai mis. Mais attendez, on n'a pas le même curseur, c'est vrai. Oui, on n'a pas le même curseur. Mais ceci dit, les deux leaders de la gauche
qui étaient en face de moi, en opposition de gauche, que M. Godefroy a connu d'ailleurs, il ne peut pas le nier. Ils étaient en face de nous pendant des années, pendant 2 mandats. Les 2 leaders de la gauche sont sur sa liste, plus d'autres personnes que nous connaissons tous armièrement. Il faut lever l'ambiguïté. Nous le savons très bien, il faut lever les masques. Il y a 2 listes de gauche, 1 liste de droite. Donc il faut savoir, et d'ailleurs le projet qui est que j'ai lu d'ailleurs, hein, c'est nous promettons, mais ils le promettent, nous l'avons fait. Surtout le projet, je l'ai vu. Tout est fait chez nous, dans tout ce qui est promis. Mais ceci dit, tout ce qui est dans le projet, c'est un programme de gauche. C'est de la dépense, la dépense directe. Alors votre programme pour ces dernières heures pour mobiliser l'électorat Romary Montagne. Mon programme, c'est du terrain, puisque j'ai eu le tort de ne pas faire de terrain. Il va falloir que je fasse ce qu'a fait M. Godefroy, c'est-à-dire serrer les mains, aller visiter, m'expliquer et contrôler. C'est ce que disait M. Huglen disait tout à l'heure. Il faut aller au-devant des gens, donc je vais donc y aller. Voilà. Voilà, mais écoutez, merci à tous les 3, merci à Claire Brugier, merci à Claude Vautrin. On se retrouve dimanche pour le résultat par caméra interposée. Merci à vous de nous avoir suivis. Il n'y aura pas de débat sur Charmes parce que les candidats n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour être présents sur ce plateau, mais nous nous retrouvons donc dimanche dès 19h50 sur Vosges Télévisions pour une nouvelle soirée de résultats. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.